Bonjour à tous. Alors, comme m'a présenté mon ami Sabah, vous l'entendrez peut-être, j'ai un accent, je viens de Suisse. Pour me présenter brièvement, effectivement, je viens de la voie du samouraï. J'ai eu la chance, à 16 ans, de rencontrer Maître Tanaka, qui était l'un des derniers samouraïs du Japon, qui m'a invité, reconnu et initié, on va dire. Ce que beaucoup de gens ignorent, en fait, c'est que les maîtres samouraïs, à la base, étaient des chamans incroyables. Le mot chaman était très, très, très galvaudé et tout, mais toute la connexion qu'ils avaient avec leur art, mais aussi bien avec les animaux, la nature. Une phrase qui m'était toujours restée, Maître Tanaka m'avait dit « Claude, quand tu tires une flèche, tu n'es pas la flèche, tu n'es pas l'arc, tu es le vent. » Donc ça donne cette introduction de la connexion avec les éléments. Et au fil des années, des rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Emoto, qui a écrit ce livre mondialement traduit sur la mémoire de l'eau. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer de son vivant. Maître Emoto m'a présenté Maître Kiyoshi, qui était un ancien samouraï aussi à la retraite, qui a écrit un livre qui s'appelle La Voie du miel, qui est une voie chamanique pour fabriquer le miel, pour entrer en communication avec les abeilles et avec les plantes. Et en fait, c'est toute une voie d'harmonie, tout un cheminement que ici, dans ce salon du bien-être, on essaie de découvrir un peu tous ces aspects. Pour moi, la rencontre avec tous ces chamans s'est faite très, très naturellement. Jamais, on va dire, été cherché. C'était des rencontres qui ont jalonné mon parcours. C'est un peu l'histoire de ma vie. Alors, certaines personnes vont dire qu'il y a eu beaucoup de chance. D'autres vont dire qu'on provoque sa chance. Pour moi, en fait, je ne me pose même pas toutes ces questions. Pour moi, cette voie d'harmonie, elle vient de l'intérieur. Donc, un des outils, parce qu'on m'a invité spécialement pour ça, un des outils qui est vraiment
commun, je dirais, à toutes ces pratiques des peuples autochtones et des chamans, ce sont les instruments. C'est pour ça que moi, j'ai toujours appelé ça les sons sacrés. Je sais qu'actuellement, on a plein de nouveaux termes, style sonothérapie, style... Pour moi, je ne dévalorise pas ces pratiques, mais pour moi, d'enlever le mot sacré au son, de dissocier le sacré avec le son, pour moi, ça diminue son rayonnement, ça diminue son ampleur. Que de garder cet esprit, et donc, effectivement, moi, je suis resté sur ce terme son sacré depuis des années, que je travaille avec. Et la découverte, un petit peu, mix de pratique et un petit peu théorique, je vais expliquer souvent en fait les choses que beaucoup de gens connaissent gentiment, surtout en Occident et dans les pays qui s'ouvrent, on va dire, qui s'intéressent. Beaucoup connaissent les bols. Alors, je dis souvent en plaisantant que est-ce que vous avez été au Népal? Parce qu'en fait, les bols, ils les emploient pour manger le riz. Ils les emploient pour manger le riz, en fait. Beaucoup de gens pensent que forcément c'est un objet sacré, forcément, alors qu'à la base c'était un objet aussi du quotidien. Et la méconnaissance de l'origine de ces instruments, voilà. Je demande souvent aux gens, par exemple, des thérapeutes qui emploient les bols, des enseignants, à quoi sert le cuir sur le bâton? Et beaucoup de gens, en fait, je dirais que la majorité des gens ne savent plus à quoi il sert. Quelle est l'origine du cuir sur le bâton? Son origine, elle est toute simple. C'est qu'à la base, le cuir a été fait pour les thérapeutes, entre parenthèses, pour pouvoir diffuser le son du bol. Mais à l'origine, il n'y en avait pas. Parce qu'à l'origine, on emploie ça pour soi. Donc, quand il n'y a pas le cuir sur le bâton, on n'est pas obligé d'être en conscience. Ça veut dire qu'on peut faire ça en pensant à sa liste de courses, en pensant à n'importe quelle activité de la journée. Et en fait, le bol, il va vibrer. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre une intention particulière. Dès le moment où il n'y a pas le cuir, si vous le faites, ben, la meilleure manière, c'est de le montrer. Si vous n'êtes pas là et que vous forcez votre bol, qu'est-ce qui se passe? Ça casse les oreilles. Ben, c'est ça. Et à l'origine... Et donc, à l'origine, pour la pratique, c'était toujours une pratique personnelle. À l'origine, il n'y avait pas de cuir. Parce que ce soit les moines tibétains ou enfin, toutes les personnes qui utilisaient les bols, ils les utilisaient pour eux. C'est par la suite qu'il y a eu, je dirais aussi un engouement, aussi une volonté de diffuser, de devenir peut-être thérapeute, d'utiliser cette vibration, mais pour les autres. Le déséquilibre, ou des fois le paradoxe, c'est que souvent les gens ne sont pas en paix eux-mêmes et ils veulent déjà soigner les autres. Donc, n'ont pas la conscience que le bol, à la base, est pour eux, et ils veulent déjà, en fait, utiliser le bol pour les autres. Alors que, dès le moment où on se souvient de l'origine, de l'utilisation, en fait, c'est une aberration, à mes yeux, sans jugement. Le chemin de chacun, mais il y a beaucoup d'ignorance. Comme là, j'ai pratiqué les chants diphoniques. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. J'explique souvent que dans les sons sacrés, le premier instrument, c'est la voix. Et pourquoi on utilise la voix? Cette voix, elle est omniprésente dans toutes les cultures aussi. Que ce soit chez les Vikings, qui emploient les chants diphoniques, mais c'est très guttural, ils sont beaucoup plus dans la gorge. Donc là, il n'y aura plus forcément l'effet, mais ils sont vraiment dans le... Donc ils descendent vraiment beaucoup plus dans la gorge. Tandis que les moines tibétains, par exemple, eux vont essayer de faire plutôt vibrer le sommet du crâne, donc ça donne un son plus nasillard. Ils sont beaucoup plus dans le nez,
Voilà. Donc vous voyez la différence, c'est la même technique. Ce sont les chants diphoniques, simplement, suivant où on fait vibrer, il y a une différence. Pourquoi? Parce que le chant diphonique, à la base, il permet de faire vibrer sa paroi buccale. Au fond de votre bouche, vous avez le palais dur, et juste après, vous avez le palais mou. C'est une membrane, en fait, qui est très, très souple. Cette membrane, ici, en fait, est le seul endroit physique où on a accès à sa glande pinéale. Donc, s'il y aura des questions, vous pouvez poser. Donc, cette glande pinéale, en fait, le fait de faire vibrer par le chant, on appelle ça décalcifier sa glande, la nettoyer, on va dire, en parlant simplement. Donc, par le chant, on nettoie sa glande pinéale. Et plus on arrive à faire vibrer, donc un chant lyrique où on ouvre et on laisse partir la note, eh bien, ça fera vibrer ce palais mou, mais de manière moindre. Dès le moment où on sait qu'on part sur les chants diphoniques et qu'on garde en bouche la vibration, ce palais mou vibre beaucoup plus. Donc, c'est ce qui fait que ça permet cette connexion. C'est une technique qu'emploient par exemple les moines bouddhistes pour entrer en méditation, pour entrer en transe dans les milieux chamaniques. Les chants de gorge, c'est un petit peu différent, mais ils ont aussi la capacité, en fait, de par ces chants, on diminue l'arrivée d'oxygène dans le cerveau, ce qui fait que le phénomène permet à certains chamans, à certaines personnes, de partir très rapidement en transe, sans prendre de substances, sans prendre des heures et des heures forcément de méditation, de choses comme ça, juste par une pratique du chant. Quand je parle justement de l'ignorance, je pense même une perte de connaissance, on va dire, par rapport aux chants, l'origine des chants. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des chants style les mantras. Je connais des personnes qui pratiquent énormément les mantras, les choses comme ça. Et ils arrivent ensuite, je parle de la Suisse, hein. Donc ils arrivent des fois chez moi en consultation en me disant mais voilà, j'ai été faire un atelier chant, je suis rentré, mais je suis out et je ne comprends pas. C'est censé me faire du bien. Et là, dans la pratique, dans la théorie de la pratique, de côté très académique, on enseigne souvent aux gens de faire le fameux Om dans la méditation bouddhiste, donc la lettre parfaite, une lettre ouverte, une lettre fermée. Et on enseigne aux gens d'équilibrer ça pour trouver son équilibre, donc de tenir le O et le M à la même durée. Le problème, c'est que si on ne connaît pas l'origine, de nouveau des lettres ouvertes et des lettres fermées, la conséquence de ce chant, c'est que des jours, il y a des gens, ça va leur faire un bien fou, et des jours, ils vont être complètement épuisés ou vidés et ne sauront pas pourquoi. Parce qu'à l'origine, au niveau de l'énergie et des chants, dès le moment où on est dans des lettres ouvertes, en fait, on donne de l'énergie. On la transmet, on la partage. Et dès le moment où on est dans des lettres fermées, on la garde. C'est pour soi. Donc imaginez qu'on vous oblige à donner alors que vous avez déjà eu une journée épuisante, que vous arrivez à la maison où vous êtes déjà harassé et qu'on vous force encore à donner en disant mais tenez le Om. Mais en fait, vous allez être épuisé. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire du bien. Dès le moment où on se rend compte que les lettres ouvertes, on donne. Pourquoi les chants amérindiens, style des Lakota, Dakota, ils me touchent énormément parce que dans leur cérémonie, c'est que des lettres ouvertes. Quand ils font des cérémonies pour la chasse, pour la culture, pour n'importe quoi, en fait, quand ils font ces chants, ils ne ferment jamais la bouche. Si je prends un exemple, des heya, 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 ils ne ferment jamais la bouche. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Donc c'est épuisant de donner. Il faut être très bien centré, il faut être très bien aligné et être capable d'écouter son corps, de se dire mais maintenant en fait je ne peux plus. Donc le Om, pour moi, c'est la même chose. Dès le moment où c'est qu'on pratique ces chants et tout, d'apprendre à écouter son corps en se disant non mais là je suis épuisé, donc je vais faire beaucoup plus de lettres fermées. Et on garde pour soi. Donc, quand je parle de toutes ces pratiques qui existent, il y a souvent effectivement ces
cette ignorance de l'origine de l'utilisation de la voix, des instruments. Donc, pour l'instant, tout le monde est clair ? Voilà. Alors, je vais devoir raccourcir. Vous savez, on a 45 minutes. Donc, en général, les ateliers que je donne sur les sons sacrés, c'est sur des journées complètes. Donc, on va faire une compression. Quand je parle, par exemple, des tambours, les tambours, souvent, voilà, on connaît le tambour à frapper, mais il existe plein de sortes de tambours, dont le tambour océan qui est juste derrière. Donc, je vous ferai aussi une petite démonstration. Le tambour océan, en fait, il s'appelle comme ça parce qu'effectivement, il fait les vagues de l'océan. Il a la puissance de l'océan. On va dire que très naturellement, son énergie, il est directement lié à l'eau. L'eau et l'air. Dans le cadre des cérémonies et tout, on l'emploie beaucoup, par exemple, pour les cérémonies des pleines lunes, pour travailler sur le féminin sacré, tout ce qui est lié à l'eau et l'émotion. Les tambours à frapper, ils sont dans une énergie beaucoup plus terre et feu. Voilà, je vous invite juste à fermer les yeux 2 minutes.
Voilà. Ça vous donne déjà un aperçu des différents tambours. Vous sentez la différence de l'énergie que dégage un tambour. Un tambour à frapper qui peut être très terre, qui peut être très rythmique, qui peut être très feu. Et tout d'un coup, ce tambour océan qui vient lier vraiment aux émotions, qui vient symboliquement, l'eau, en fait, c'est ce qu'on emploie pour se nettoyer. Donc, symboliquement, il y a quelque chose aussi lié à ce nettoyage, cette purification. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer ces tambours. Pour moi, les instruments, en fait, c'est des rencontres comme avec les gens. C'est un choix très personnel. Je n'utilise que des instruments avec qui j'ai eu la chance de pratiquer, que ce soit des cérémonies ou des immersions, avec les peuples autochtones, avec les peuples d'origine. Donc, je prenais l'exemple du tambour océan. Moi, je l'ai découvert avec les Cree au Canada. Il y en a certainement d'autres cultures qui le font. Pour moi, la connaissance, de nouveau, très théorique et tout, n'est pas primordiale. Quand je parle de la voie du samouraï, je prends souvent un exemple de la différence, en tout cas du pays que je connais, la Suisse, la France aussi, je connais pas mal. La différence, on va dire, dans les enseignements ou dans la pratique entre les Occidentaux et les Japonais dans cette voie du samouraï, c'est que ici, on a besoin de comprendre avant de pratiquer. Tandis qu'au Japon, on pratique pour avoir la compréhension. L'exemple, un maître au Japon, un maître samouraï qui vient donner un stage d'aïkido. Alors déjà, les Japonais sont très carrés, hein. Donc on n'interrompt jamais un maître. Donc le maître vient, montre les mouvements, donne l'enseignement, et une fois qu'il a fini, il frappe des mains, il dit « Adjebe, travaillez », et on commence à travailler. Alors moi, quand j'ai découvert ça, j'avais pas 20 ans, donc j'étais un peu paniqué. J'étais en train de regarder qu'est-ce que faisaient les autres. J'ai dit, mais en fait, ils mettent comment les mains? J'avais absolument rien compris. Mais à fur et à mesure de pratiquer, qu'on fait. Et ça se travaille en silence, vraiment. Et tout d'un coup, à fur et à mesure de la pratique, tout d'un coup, le mouvement, il passe. Et quand on passe le mouvement, on se dit, ah, bah tiens, ça sert à ça, en fait. Donc, par la pratique, la compréhension, elle vient. En Suisse, la différence, un maître arrive, il n'a pas commencé 2 phrases d'explication, qu'il y a déjà 10 mains qui sont levées, ils disent « Ah, mais alors vous mettez comment la main? Et puis le doigt, pourquoi vous le tournez comme ça ?» Enfin, le maître japonais va regarder, il va dire « Mais enfin, j'ai atterri où ?» C'est limite le folklore. Et parce que les gens ont besoin de comprendre le pourquoi du mouvement, le comment on le fait, avant de se dire « Ah ben maintenant que j'ai compris, donc que mon cerveau a validé l'utilité du mouvement, je vais commencer à pratiquer. » Et c'est là la grande différence, que pour moi, réellement, la compréhension, pour moi, n'a pas d'importance. Que de savoir juste aller vers l'inconnu, de sentir, en fait, de sentir son intuition. C'est comme... Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont découvert ou qui travaillent avec les cristaux. Il y a des personnes qui rentrent dans une boutique et en fait, ils vont poser déjà 1000 questions sur chaque pierre. Alors que moi, je leur dis, mais la première chose à faire, mais prenez-la dans la main. Et une fois que vous êtes dans la main, si elle résonne, si tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous interpelle, là, vous pouvez éventuellement aller chercher quelques indications, mais pas d'avoir l'indication qui va orienter votre choix. Et c'est là la grande différence de la voie du samouraï, c'est que j'ai pratiqué tellement de choses que je ne savais absolument pas à quoi ça servait. Mais par contre, ça m'amusait beaucoup. Parce que ce côté inconnu, ce côté, je dis, bon, bah, peut-être c'est un truc qui ne me sert à rien, mais il me dit de le faire, je le fais. Et à fur et à mesure qu'on pratique, en réalité, eh ben, on comprend. La pratique, pour moi, des sons sacrés, c'était ça. Je prends l'exemple, de nouveau, pour moi, il n'y a aucune critique. Je parle vraiment de la pratique, de ce que je vois, de ce que je constate en Suisse, en France et tout. Par exemple, il y a des personnes, justement, qui travaillent beaucoup avec les bols,
Et la première question en fait, qu'ils vont demander, c'est voilà, comment c'était fabriqué et tout. Donc, on va donner des cours, on va vous enseigner, oui, alors c'était fait avec cette méthode différente, c'était martelé à la pleine lune. Enfin, ben, honnêtement, pour moi, toutes ces informations ne me servent à rien. Pour moi, la première chose que je vais prendre, c'est le bol dans la main, je vais l'écouter, je vais le ressentir, et il me convient ou il ne me convient pas. Et après, même si on me dit « Ah, mais c'est une contrefaçon, ce que tu as acheté, ce n'est pas un vrai bol tibétain et tout », ben pour moi, ça n'a aucune importance. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'aura appelé, c'est lui que j'aurai senti. Dès le moment où c'est qu'on fait les choix par le mental, on se coupe de tout ce ressenti. On se coupe justement de cette intuition qui se fait mais tellement naturellement. Et la pratique, pour moi, c'est le principe de tout ce que j'essaye de partager. De dire aux gens, mais vous pouvez tout savoir, vous pouvez tout connaître. Ça peut être une aide, comme ça peut être un frein. En Suisse, je travaille beaucoup avec le milieu médical, des psychologues, des médecins et tout ça. Et quand je leur explique à certains, en venant de la voie du samouraï, je leur donne souvent comme exemple, voilà, je te donne tous les livres d'aïkido, tout ce qui a été écrit sur l'aïkido. Donc tu sais absolument tout sur l'aïkido. Si tu n'as pas pratiqué, est-ce que tu sais te battre? La différence, elle est là. Que pour moi, j'essaie d'encourager les gens de diminuer, d'apaiser leur mental et de devenir de plus en plus dans cette pratique, quelle qu'elle soit. Je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes, ensuite je travaille essentiellement d'ailleurs avec des thérapeutes, mais souvent ils ont ce besoin, cette soif de connaissance. Donc quand c'est une envie, quand c'est une joie, quand c'est un plaisir, mais faites-le. Mais par contre, si c'est une obligation, en se disant que je dois le faire, pourquoi en fait? Pour une validation personnelle, peut-être pour avoir le sentiment d'être légitime. J'explique souvent justement que sur ces sons sacrés, je n'ai aucune formation en réalité. Je ne suis pas du tout dans une formation académique. Pour moi, ça a été vraiment la rencontre avec ces peuples où, on va dire, à l'origine, j'ai pu pratiquer avec, sans me poser la question de comment est fait le tambour. Il y a de la curiosité, mais en réalité, à mes yeux, il n'y a aucune importance. L'anecdote que je raconte souvent aussi, c'est la partie synthétique. Qu'il y a énormément de croyances dans le milieu, aussi bien dans le milieu chamanique, mais dans toutes les pratiques. Et que pour moi, je dis toujours, c'est qu'on est entouré, par exemple, de plastique. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en colère en disant oui, on pollue la planète, etc., etc. Eh bien, pour moi, la voie chamanique est une voie d'harmonie. Mais je pense que toutes les voies spirituelles, à l'origine, sont une voie d'harmonie. Et être en harmonie, c'est être en harmonie avec son environnement. C'est pour ça qu'il y a autant de pratiques chamaniques différentes, parce qu'en fait, il y a autant d'environnements différents. Les animaux, les plantes ou l'énergie des lieux, en fait, ne sont pas les mêmes en Australie, en Sibérie, aux États-Unis. Enfin, chaque fois, il y a des différences. Donc, d'être en harmonie avec son environnement, pour moi, c'est la source de cette paix intérieure et de cette joie. Donc, pour être en harmonie, le plastique, la preuve, le plastique, chez nous, il est omniprésent. Donc, au lieu d'avoir de la colère contre, j'ai décidé de l'honorer. Donc, j'ai effectivement créé volontairement des instruments synthétiques avec du plastique, où j'ai incorporé du plastique dans des instruments de cérémonie, justement pour l'honorer, parce qu'il fait partie de notre univers. Donc, vous verrez, j'ai un petit stand, je fais de la pub, non. J'ai un petit stand où c'est que j'ai des hochets, par exemple, des choses comme ça. Certains hochets ont des graines, ont du grain de riz, ont des grains de poivre, mais d'autres, volontairement, ils ont des perles en plastique, d'autres des perles métalliques. Et à mes yeux, c'est de nouveau la vibration qui m'importe. Qu'importe que ce soit forcément synthétique ou pas. Donc, je parle souvent de croyances. En Suisse, j'ai eu une dame qui est arrivée, qui était dans un cercle de femmes, et elle arrive un peu en pleurant, en disant voilà, moi je veux t'acheter un tambour, je sais comment tu fais les tambours et tout ça, et alors qu'elle avait déjà elle un tambour mais en peau synthétique. Et je lui demande juste mais en fait pourquoi? Parce que tu as déjà un tambour, en plus elle avait fait une peinture dessus, donc il est magnifique et tout, donc je lui dis mais ton tambour tu l'aimes?
Elle m'a dit, mais bien sûr. J'ai dit, mais alors pourquoi tu en veux un deuxième? Puis elle me dit, mais voilà, dans ce cercle de femmes où elle était, plusieurs femmes avaient des tambours, et parce qu'elle avait un tambour synthétique, celle qui dirigeait le cercle lui a dit, mais écoute, non, là, tu ne peux pas jouer. L'animal n'est pas d'accord. Enfin, il y a eu beaucoup de croyances, beaucoup de justifications pour lui dire que parce qu'elle avait un tambour synthétique, elle ne pouvait pas jouer dans ce cercle de femmes. Eh bien, moi, je lui ai dit avec toujours beaucoup de bienveillance, mais avec le sourire, parce que moi, les choses me font toujours rire. Je lui ai dit, mais écoute, parce qu'en plus, elle avait payé un atelier tambour. Donc, c'était pour fabriquer le tambour. Donc, je lui ai dit, mais écoute, je te rembourse l'atelier. Tu n'as pas besoin d'un nouveau tambour. Tu as besoin de changer juste de cercle de femmes. Et donc, du coup, la personne a été très touchée. Donc, elle a fait l'atelier. Donc, elle est super contente. Mais maintenant, elle me dit avec fierté que même dans certaines cérémonies, eh ben, elle n'a plus du tout honte de prendre son tambour avec une peau synthétique. Parce qu'elle m'a dit, mais en fait, cette vision, ça m'a libérée. C'est beaucoup plus simple. Ce que j'essaie souvent d'expliquer et de partager, c'est justement cette simplicité. Qu'il peut y avoir des choses très ritualisées et très sacrées, mais que dès le moment où, pour moi, on est dans cette voie du cœur, que dès le moment où on sait qu'on est dans cette joie, il n'y a pas de question à se poser. Que les choses se fassent naturellement. Je rentre d'un voyage en Mongolie, ça fait un peu plus de 2 mois et tout. Je ne connaissais pas du tout en fait cette culture à la base. Donc ce sont les chamans de Mongolie qui m'ont invité. Et c'était une découverte du pays, une découverte de leurs pratiques. Et dans la même idée, on va dire, de ne pas se limiter ou de ne pas croire, eh bien eux aussi en fait ont été un peu bousculés. Puisque certains de ces chamans en fait, n'avaient jamais rencontré de chamans d'autres pays ou d'autres pratiques. Donc, ils avaient aussi des croyances qui étaient très, très marquées autour du tambour. Quand je parle, par exemple, du tambour à frapper, en Mongolie, c'est considéré vraiment comme un instrument sacré que seuls les chamans ont le droit de porter. Je ne parle même pas de jouer, mais juste de le toucher ou de le porter, seuls les chamans ont le droit. Donc ça, c'est vraiment dans leur croyance et leur culture. Et quand je les ai invités, en début d'année, qu'ils sont venus en Suisse pour une cérémonie, et ben volontairement, j'ai dit, voilà, je vais leur faire découvrir aussi autre chose. Donc, on a fait un cercle de tambour. Il y avait plus de 90 personnes. Il y avait environ une soixantaine de tambours. Et pour eux, en fait, c'était une hérésie de se dire, mais en fait, il y a 60 personnes qui jouent au tambour, il n'y a pas un chaman, à part celui qui dirige, enfin, moi en l'occurrence, même que moi, je ne me considère pas comme chaman, mais pour eux, c'était une hérésie, en fait, de voir tout ça. Et on commence la célébration, on commence à jouer justement ces instruments, cette vibration. Et c'est des personnes qui ont justement cette ouverture, parce que tous les chamans, comme n'importe qui, sont des êtres humains. Certains ont une ouverture, d'autres sont très très carrés. Et là, dès le moment où ils ont senti cette vibration, tout ce qui s'est passé à travers les sons sacrés et tout, eh bien, elle-même s'est retrouvée à danser, à jouer, à chanter, alors qu'elle venait plutôt en mode je vais voir qu'est-ce que c'est leur truc, mais ça a l'air vraiment un peu bizarre, quoi. Alors elle venait vraiment avec beaucoup de réticence et tout. Et quand je suis arrivé en Mongolie, du fait que ça venait d'une chamane de leur peuple, de leur culture, qui m'a validé, entre parenthèses, ça a ouvert beaucoup de curiosité. Si c'était une personne extérieure qui serait venue leur expliquer que oui, il existe d'autres pratiques où c'est des non-chamans qui font du tambour, mais qui sont accompagnés, encadrés, en fait, ça marche. Alors eux, au début, en fait, c'est bousculant parce que c'est des croyances qui sont millénaires, que chez eux, seuls les chamans avaient le droit. Et du coup, j'ai beaucoup de chamans qui m'ont posé plein de questions, et je voyais cette curiosité d'enfant, en fait. Ceux qui avaient cette joie et cette ouverture, c'était des personnes, des êtres humains qui étaient juste extraordinaires. Puis on voyait une, deux personnes, parce qu'il y en a partout, des personnes un peu plus bourrues, et puis un petit peu plus méfiantes. Donc, c'est ces rencontres. Quand je parle justement de l'origine des tambours, des instruments, c'est ça. En général, comme je dis, je préfère
Alors, en général, comme je dis, je suis pour la pratique. Mais vu que là, on va réduire le temps, je vais laisser aussi un peu bonne place aux questions, s'il y en a de nouveau. Ne pas se sentir obligé. S'il n'y a pas de questions, je pourrais continuer à parler d'un deux sujets, mais... Oui. Juste bien comprendre, vous, qu'est-ce que vous appelez chaman? Alors pour moi, je vais répondre très brièvement en disant que ma vision, c'est une quête d'harmonie avec son environnement, comme j'ai expliqué avant. Pour moi, une personne qui cherche à être en harmonie avec son environnement, en fait, c'est une pratique chamanique. Après, le titre chaman, eh bien, ça, c'est vraiment, je dirais, c'est propre presque à chaque culture. Il y a 2-3 points de commun. En général, on parle de validation de ses pairs, que les autres chamans, en fait, nous reconnaissent. C'est pas nous qu'on décide, en fait. Il y a une validation, comme par exemple mon amie Olga, qui était une chamane inuite de Tchouchochka, elle disait toujours en fait qu'elle était élue par son village. Et pourquoi je ne me considère pas comme chamane? Parce qu'elle expliquait bien qu'elle, dans sa vision, le village choisit le chaman, mais pourquoi? Parce qu'à l'origine, il faut bien garder que c'était eux, on va dire le lien, le pont avec le monde des esprits, les cérémonies, les hommes médecine. Donc, en fait, c'était tout dans leur intérêt de choisir des chamans qui tiennent la route. Parce que si c'est un charlatan, entre parenthèses, imaginez qu'il fasse une cérémonie pour la chasse, qu'il envoie les chasseurs au nord, parce qu'il dit oui, les phoques sont au nord, alors qu'en fait, qu'ils sont au sud. Non seulement les chasseurs pouvaient mourir, mais après, tout le village pouvait mourir de faim. Donc, c'est une question de survie. C'est une question aussi, moi, pourquoi je ne me valide pas non plus comme ce titre de chaman et tout ça, parce que j'ai dit, mais moi, en fait, il n'y a personne qui dépend de moi. Moi, si je disparais, en fait, mon village, il ne va pas mourir. Donc, mais de nouveau, il y a plein de petites différences suivant les cultures de qu'est-ce qu'un chaman. Voilà. Mais de mon regard, c'est surtout ce lien à la nature et la reconnaissance, on va dire, de ses pairs. Voilà. La question que je voulais vous poser par rapport au tambour, chez nous au Maroc, dans certaines régions, on utilise le tambour pour entrer en transe, ça a un effet thérapeutique. Alors vous dites que vous intervenez auprès des thérapeutes. En dehors des rituels sacrés où vous utilisez le tambour, quel est votre apport, disons, thérapeutique dans cet accompagnement? Qu'est-ce que vous apportez? Enfin, de manière, parce que maintenant c'est vulgarisé, le tambour, les chamans, le chaman c'était le sorcier, aujourd'hui c'est autre chose, c'est une thérapie. Voilà. Alors pour moi, la réponse est assez simple. Je ne me suis jamais posé forcément ce genre de questions, parce que ma démarche a été le déclic, en fait, c'est dès le moment où j'ai décidé de me mettre au service. Donc je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour les personnes, je me suis mis au service. Donc l'utilisation des tambours, par exemple, quand je fais des cérémonies ou des soins, on va dire chamaniques, entre parenthèses, ce sont les instruments qui me guident. Si une personne me dit que oui, je veux du tambour parce que ça me fait du bien, mais en fait, moi, si tout d'un coup, on va me dire non, il y a du bol, il y a du rhombe, il y a du chant, c'est ça qui m'oriente. Donc, en fait, c'est toutes des questions que je ne me pose même pas. Le rapport à la thérapie, on va dire par les instruments, il est utilisé de 1000 manières. Je pense que chacun doit trouver sa voie. Pour moi, c'est quelque chose d'être en paix. Pour moi, c'est ce qui m'importe plus que de dire que j'ai soigné quelqu'un ou que j'ai... mes amis, Bayera et Nara, des chamans de Mongolie, donc, ils disaient très bien, donc, eux, dans leur culture, il y a plein de croyances aussi. Ils disent, c'est très drôle parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont appelées à être chamanes, ils refusent tous, parce qu'il y a des conséquences, parce qu'il y a des implications.
Donc, et tous ceux qui ne sont pas appelés, en fait, veulent tous devenir chamans. Donc, il y a un côté très, très paradoxal. C'est pour ça que je ne me considère pas comme chaman, parce que pour moi, je me considère plutôt, justement, quand on me dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» et tout, je dis souvent « je pratique le Claude ». En fait, c'est juste moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer tellement de cultures, que ce soit par les arts martiaux, que ce soit des Rinpoché, des moines bouddhistes, des maîtres taoïstes, des chamans. En fait. Et en réalité, il y a toujours un petit point commun, des personnes à qui je me suis lié, c'est que c'est toujours cette voie du rire. Je pense que moi, toutes les personnes, que ce soit mes amis, mes autres, il y a plusieurs intervenants qui sont là, et où, en fait, ce qui nous a tous toujours réunis, c'est, je pense, on est tous des bons vivants. On aime bien manger, on aime bien boire, pas forcément de l'alcool, mais on aime bien fêter. Et le point commun pour moi, c'est cette joie. Et que, à mes yeux, la première voie du bien-être, elle passe par là. Dès le moment où c'est qu'on apprend à s'amuser, on commence à arrêter de se prendre trop au sérieux, eh ben, à ce moment-là, on commence à écouter son intuition et son ressenti. Merci Claude.